Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous dans cette magnifique salle. J'ai un conflit d'intérêts, c'est que je fais des formations sur le thème, dont une je présenterai à la fin, mais ça n'a pas d'impact sur le fond de mon propos et je travaille. C'est important de savoir que tout ce dont je vais vous parler, je l'applique dans mon activité quasi quotidienne. Le thème, c'est risque, le facteur de risque et décision thérapeutique. Le simple fait de prendre une décision, pour moi, est un risque et c'est ce dont je voudrais essayer de vous convaincre pendant cette heure. Alors, la prise de décision, c'est quoi? La définition, on va dire plus ou moins officielle, c'est la capacité de faire un choix en plaçant les options sur une échelle de valeur de façon à sélectionner la meilleure. Déjà, il y a un biais, il y a quelque chose qui me titille, c'est le fait échelle de valeur, choisir la meilleure. Donc on s'aperçoit que la prise de décision n'est pas objective, alors que l'enseignement de la médecine est basé sur une analyse et une prise de décision qui devrait être objective. Alors la prise de décision, c'est où? Ça se passe dans le cerveau, c'est le cerveau préfrontal, on va dire le cerveau intelligent. C'est une partie du cerveau qui s'est développée pendant l'évolution, qui est très développée chez l'humain. Il va recevoir les informations. Alors déjà, il faut savoir que les informations qu'on reçoit ne sont pas objectives. L'information objective n'existe pas. Je vais essayer de vous en convaincre. Il va analyser la dangerosité de la situation. Pour information, le cerveau préfrontal est mature vers 25 ans, voire 30. Donc si vous avez des ados à la maison, bonne chance. Il est impliqué dans la planification, il va prendre les décisions à partir de ces informations et il encode les actions. Ça, c'est important. C'est le cerveau préfrontal qui va, comme un computer, va encoder des actions. Comme je serre les doigts, c'est une action, il va bien falloir qu'il y ait des ordres qui soient faits. Donc ça, c'est le préfrontal. Et quand vous allez travailler dans les phases d'apprentissage, c'est lui qui va encoder les actions. Rappelez-vous le démarrage en côte. La difficulté, c'est ce qu'on appelle une action complexe. Vous avez beaucoup de choses interdépendantes, eh bien c'est lui qui va encoder petit à petit, ça a été signalé juste avant, on va apprendre et on va passer les informations, on va transférer ces informations à la zone postérieure pour la mise en œuvre. Il gère la mémoire à long terme, ça c'est super important de garder ça en tête, parce que ça a été évoqué, je vais insister dessus, par exemple le stress limite ou empêche l'accès au cerveau préfrontal. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, ce n'est pas le moment de se dire je vais aller à la cave chercher mes informations, c'est trop tard. Et puis il a des capacités fortes d'adaptation, ça c'est important, c'est l'apprentissage qui a été évoqué avec la transformation synaptique dans le cerveau. Alors comment ça marche une prise de décision? Ce qu'on apprend à la fac, et c'est normal de l'apprendre comme ça, n'y voyez surtout pas une critique, c'est normal d'apprendre comme ça, on va d'abord observer. On va analyser et on va comprendre. Ça, c'est important, on n'insiste pas assez dessus. Comprendre, c'est j'ai une information. Par exemple, vous avez une poche parodontale 4 mm. C'est bien ou c'est pas bien? Si c'était 2 avant, c'est pas bien. Si c'était 6 avant, c'est bien. Donc on comprend ce qui se passe. Et vous avez des informations extrêmement complexes à analyser, à remettre dans un contexte. La présentation d'avant souligne ce point. On met dans la balance avantage, inconvénient, risque, on décide, on exécute, on vérifie. Ça, c'est la belle vie. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et notre métier de soignant se focalise, et notre enseignement se focalise sur le patient. Le patient arrive, c'est une inconnue. Et on va devoir appliquer un traitement connu pour obtenir un résultat escompté qui est prévisualisé. Et ça, en mathématiques, ça s'appelle une fonction. Vous avez un inconnu, vous appliquez une fonction, vous obtenez un résultat qui est recherché et qui est connu aussi, a priori. Eh bien, en fonction des situations cliniques, et merci à Florence Roussari de m'avoir présenté ces cas, vous allez appliquer, normalement, en théorie, des fonctions plus ou moins compliquées pour gérer ces problèmes. Je fais juste une parenthèse. Si ça vous paraît logique en mathématiques de ne pas passer à f de x égale à x plus b directement à des fonctions avec des intégrales et des dérivées, en dentaire,
on voit quand même qu'on passe de 0 à 200 immédiatement et qu'il n'y a pas de limite. Et je pense que c'est des associations, des sociétés comme les vôtres devraient travailler sur des recommandations de progression d'apprentissage, de progression de traitement, comme on le fait en aviation, où on a des données, si vous avez moins de 50 heures de vol, vous ne pouvez pas décoller avec un vent de 15 degrés latéral. Eh bien, ça c'est une voie de travail de votre part. Le problème que j'ai à ce stade-là, c'est que j'en ai perdu beaucoup d'entre vous. Parce que je vous ai mis des dents et que j'ai stimulé des parties de votre cerveau, et certains d'entre vous disent « Non, attends, le cas du milieu, il n'est pas la plus difficile, parce que moi j'en ai eu un comme ça. » Alors je vais vous récupérer. Voilà. J'adore les photos de chats, j'adore les vidéos de chats. Regardez les petits chats en haut, ils sont mignons. C'est bon, je vous ai récupéré. Alors pourquoi ça ne marche pas tout le temps, cette prise de décision? Eh bien parce que nous avons un certain nombre de facteurs qui vont impacter la fonction du cerveau préfrontal, le stress qui limite son accès, les biais cognitifs, je vais vous en parler, sont des distorsions systématiques des informations, systématiques. Vous avez la fatigue, si vous n'avez pas dormi 24 heures, c'est comme si vous aviez 1 gramme d'alcool dans le sang. La déshydratation, des observations ont été faites sur des étudiants en comparant simplement ceux qui avaient une bouteille sur la table et ceux qui n'en avaient pas. Eh bien, ceux qui avaient une bouteille sur la table avaient statistiquement des meilleurs résultats que ceux qui n'avaient pas de bouteille. Le bruit, vous êtes en train de faire un créneau, la musique est un peu forte dans la voiture, la première chose que vous faites, c'est que vous la coupez, parce que le bruit stimule le striatum, qui est le développement, l'action automatique. Et nous, dans nos cabinets dentaires, on peut avoir des bruits jusqu'à 110 décibels. L'interruption de tâche, des études montrent que c'est 12 à 14% d'erreurs procédurales. Le simple fait d'avoir été interrompu va créer des fausses mémoires, ça s'appelle des troubles de la mémoire source. Et tout ça va faire que nous allons faire des erreurs. L'erreur, c'est une partie normale de l'activité humaine. Le cerveau fait 4 à 6 erreurs par heure. Le cerveau fait 4 à 6 erreurs par heure et c'est normal. C'est quelque chose tout à fait normal dans son fonctionnement. Et ici, vous avez la photo qui a été faite il y a une dizaine d'années sur un test où il y a un enregistrement de la décharge neuronale quand il y a une erreur sur quelqu'un qui a appuyé sur le mauvais bouton. 173 millisecondes après, vous avez cette décharge neuronale. Donc c'est la première photo d'un « oups » ou dans le sud, on dirait plutôt « oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là ?» Pourquoi fait-on des erreurs? Parce que le cerveau d'aujourd'hui, de l'homme, la femme moderne, n'a pas évolué depuis Homo sapiens. Homo sapiens, c'est 300-400 000 ans. L'Homo sapiens, le chasseur-cueilleur, c'est 10 000 ans. Eh bien, en 10 000 ans, le cerveau a même diminué un peu de taille, mais il ne s'est pas complexifié d'un point de vue anatomique. Et nous utilisons le même cerveau aujourd'hui pour être pilote de chasse, faire de l'orthodontie ou faire de la neurochir qu'Homo sapiens. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, nous ne sommes pas capables d'analyser, d'utiliser toutes les informations que l'on devrait recevoir pour prendre notre décision. Et Homo sapiens, à l'époque, n'avait pas grand-chose à manger. Et dans l'évolution, le cerveau s'est développé avec d'un côté ce que Kahneman appelle le système 1, qui est un système de réflexion qui est rapide, inconscient, automatique, qu'on utilise tout le temps, mais qui fait des erreurs. Et lui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et en face, vous avez un système qui est le système 2, qui est lent, qui est conscient, qui demande des efforts pour y aller, qui est utilisé pour les décisions complexes, un traitement d'orthodontie, et lui, il est fiable. Le problème, c'est que quand vous êtes en système 2, vous consommez 20 à 25% de l'énergie produite par l'organisme. Et l'évolution n'a pas permis à Homo sapiens d'avoir autant d'énergie tout le temps. Et donc, on va passer une grande partie de notre temps en système 1. Et quand vous travaillez, vous êtes en système 1. Et quand vous travaillez, vous pensez à autre chose. Quand vous soignez des patients, vous pensez à autre chose. Oui, eh oui, c'est sûr. Parce que 95% du temps, nous sommes en système 1. Alors que l'enseignement de la médecine est basé sur le fait qu'on devrait être tout le temps en système 2, en système intelligent, conscient, concentré, alors que ce n'est pas le cas. 95% du temps, quand vous voyez un patient, quand vous l'examinez, quand vous le soignez, quand vous faites un collage, quand vous faites un traitement, la plupart du temps, vous êtes en train de penser à vos vacances.
Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en surcharge cognitive. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et d'autres personnes ont travaillé sur le même thème en parallèle de Kahneman, qui est celui qui est le plus connu, et en particulier Yves Agid, qui était un des cofondateurs du centre du cerveau à la Salpêtrière, et lui parle de préconscience, système 2, et subconscience, et il fait la différence entre intentionnel et non intentionnel. Alors ça paraît un petit peu élitiste de parler de ça, mais pas du tout. C'est que quand vous travaillez, si jamais vous êtes capable de conduire pendant 2 heures en pensant à autre chose sans avoir d'accident, et si vous passez vos journées à 90% du temps à passer à autre chose, sans faire de mauvais traitements, c'est parce qu'en fait, on est en inconscience, mais avec un contrôle du préfrontal. Vous avez une boucle entre le préfrontal et le striatum, qui est l'entrée donc de la partie automatique du cerveau. Vous avez une boucle constante de surveillance. Et nous avons des signaux faibles, dont a parlé tout à l'heure notre présidente, ces signaux faibles qui vont faire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, attention, là vous conduisez, ça se passe bien, vous pensez à vos vacances ou à la merveilleuse conférence sur les facteurs humains que vous allez écouter aujourd'hui, ce qui est normal, et d'un seul coup, vous voyez un môme au bout de la rue qui joue au ballon. Tout de suite, vous allez switcher en système 2, analyser, et puis en fait, le môme saute, rentre chez lui, hop, on repasse en système 1. Et on passe comme ça, et notre journée se passe comme ça. Ce que je voudrais vraiment essayer de vous convaincre, c'est que la majorité des complications que vous avez ne sont pas liées à un manque de connaissances, mais à la mauvaise utilisation des connaissances au bon moment, au bon endroit. Un exemple sur la fatigue. Cette étude a été faite, c'est sur simulateur, sur des mannequins haute fidélité. On demande de faire une laparoscopie avec une équipe qui a 5 heures après le dernier repos, une équipe 17 heures après le dernier repos. Et regardez le temps passé, au milieu le nombre d'erreurs, et puis à droite le nombre de mouvements non nécessaires. Regardez, ce sont des différences significatives. Cette étude est absolument incroyable. Ils ont étudié 1,3 million de patients. 1,3 million de patients, ce n'est pas 3 clébards qu'on a coupés en rondelles. 3000 chirurgiennes et chirurgiens. Ils ont regardé la mortalité, morbidité post-op dans les 30 jours en comparant chirurgien homme, patiente femme, homme, femme, homme. Quand un chirurgien homme opère une femme, il y a significativement plus de mortalité, plus de morbidité. Et ça montre que le problème, ce n'est pas un problème individuel. On parle de 3000 chirurgiens, ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème de culture. Et la culture rentre aussi, je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, la culture rentre aussi dans notre capacité à prendre des décisions et à mener à bien des traitements. Un problème culturel. La surcharge cognitive. Isabelle Simonetto nous rappelle que le cerveau ne peut contenir que 6 à 7 items en même temps. Quand vous en rentrez un de plus, il y en a un qui sort. Et généralement, on se souvient des premières choses qu'on a dites et les dernières choses. Ce qui est au milieu, ça part. Là, j'en ai perdu beaucoup d'entre vous. Je vais remettre des petits chats. Eh bien, quand vous faites une explication à vos patients qui dure une demi-heure, parce qu'on nous a bien dit ce matin qu'il fallait donner des explications, et après le patient va voir la secrétaire, repose les mêmes questions, et la secrétaire dit il est complètement con, il a pas du tout. C'est que la manière dont vous expliquez, vous donnez vos explications, et vous, c'est moi, n'est pas adaptée aux capacités du cerveau. Les biais cognitifs, ce sont des schémas de distorsion systématique de l'information. On considère ça comme des faiblesses psychologiques, mais pas du tout. C'est normal que le cerveau se simplifie la vie quand vous avez un grand nombre d'informations, en rajoutant des informations pour que les choses soient cohérentes. Et on a tendance à voir le monde tel qu'on veut qu'il soit et non pas tel qu'il est. Si vous êtes de droite, vous lisez Le Figaro, vous êtes de gauche, vous lisez Libération, et vous ne ferez pas l'inverse. Parce que ça demanderait trop d'efforts cognitifs pour comprendre, pour remettre dans le contexte, etc. Et cette photo est vraiment caractéristique de ce qu'est un biais cognitif. Eh bien, même les biais cognitifs ne sont pas, s'ils sont systématiques, vont varier en fonction des individus. Ça, c'est une illusion d'optique qui est un biais cognitif, où on a l'impression que le rond n'a pas la même taille. Eh bien, en fonction de notre acuité visuelle qui dépend de la taille du réceptacle V1, c'est le système de réception primaire de la vision, eh bien, cette taille varie de 1 à 3 en fonction des individus.
En fonction de votre acuité visuelle, vous ne verrez pas les mêmes choses quand vous examinez un patient. Et avec votre même cerveau, vous ne verrez pas la même chose quand vous regardez le patient le matin, le soir, le lundi, le vendredi. Vous ne verrez pas la même chose. Et ça, je vous le prouve, tout ce que je vous dis est basé sur la science. Eh bien, une fois que vous avez votre aire visuelle primaire qui a travaillé, votre information, ce que le cerveau, lui, ne reçoit pas, il ne voit pas. Le cerveau, il traite des impulsions électriques. Le cerveau, il ne sent pas, il traite des impulsions électriques. Eh bien, ces impulsions vont être passées maintenant dans l'aire visuelle secondaire. Cette aire-là, elle vous est propre. C'est un traducteur. On va traduire l'information pour que le préfrontal comprenne. Elle va faire, par exemple, appel à la mémoire. Nous n'avons pas les mêmes mémoires. Eh bien, deux personnes ne verront pas la même chose en regardant exactement la même scène. Vous comprenez que la prise de décision va être compliquée. Et par exemple, si jamais vous vendez du vin, eh bien, vous avez plutôt tendance à dire que ça vaut un petit peu cher, parce que si je vous dis, tiens, parce que je fais du vin, évidemment, si je vous dis mon vin est un peu cher, tout de suite, pouf, on ouvre une partie du cerveau qui va faire qu'après, en le goûtant, il va être meilleur que si je vous avais dit qu'il n'était pas cher. Et ça, des études ont été faites en imagerie fonctionnelle. En fait, le cerveau humain ne peut pas prendre en considération toutes les informations qu'un patient va nous envoyer. Et nous allons réduire notre prise de décision à un corps de facteurs qui est limité et qui est dépendant, individuellement dépendant. Et encore une fois, qui va changer entre le matin et le soir. Les médecins donnent plus d'arrêts de travail et d'antidépresseurs le soir que le matin. On le sait. Et pour faire face à ça, eh bien, il faut utiliser des aides cognitives. L'aide cognitive, par exemple, la checklist. Alors, en orthodontie, on en a souvent discuté avec Christine, c'est moins flagrant chez vous, bien que vous pouvez avoir des aides cognitives. En chirurgie, par exemple, cette étude a été faite par la même équipe. Ils ont fait 40 chirurgies avec des chirurgies orales, avec checklist, 40 chirurgies sans checklist. Avec checklist, il y a eu 10 incidents. Sans checklist, il y a eu 43 incidents. Et la checklist en bloc opératoire, c'est 30% de mortalité en moins. Et donc, vous allez pouvoir utiliser des aides diagnostiques pour prendre des décisions, comme le FORDEC. Alors, le FORDEC, c'est très aviation dépendant. La HAS, avant, était très directive dans l'application des règles de sécurité dans le monde médical. Et là, ils sont en train de s'ouvrir, comme dans l'industrie nucléaire d'ailleurs, où on remet l'humain au centre de la décision. Et des associations comme cette société devraient travailler sur les aides cognitives à la prise de décision. Parce que de toute façon, notre cerveau n'est pas capable de prendre ces décisions de façon rationnelle, efficace, du lundi matin au lundi soir. Alors la prise de décision en sécurité, comment ça marcherait? D'abord, on est en forme. On boit toutes les heures un peu d'eau, systématiquement. Voilà. On accepte, on partage les erreurs. L'erreur fait partie de notre activité. Si jamais vous ne partagez pas l'erreur avec vos confrères et que les confrères, consoeurs ne partagent pas avec nous, on va faire nous-mêmes nos erreurs pour apprendre. C'est complètement con, autant qu'on partage. On recherche les menaces. La menace, c'est un individu, une situation, un environnement propice à la complication, à l'erreur. Chez moi, par exemple, c'est le patient fumeur, c'est une menace. Mais le patient psychologiquement faible chez vous est une menace. On prend les menaces. Mais l'assistante novice est une menace. Le fait que je n'ai pas dormi de la nuit, parce que mon enfant est malade, est une menace. Et normalement, ça, on devrait en parler le matin au briefing. On définit les menaces de la journée. Toute l'équipe est au courant des spécificités, des difficultés. Ce patient, attention, numéro 3, est-ce qu'on a bien l'autorisation des parents? C'est une menace. On met dans la balance les risques et les bénéfices. On garde des marges de sécurité. Si vous avez besoin d'un quart d'heure pour faire un acte et que vous prenez un quart d'heure, si le patient a 5 minutes de retard, c'est les autres qui vont payer. On décide, on demande un autre avis si nécessaire. L'autre avis, ça peut être vous 2 jours après, parce que vous n'aurez pas la même vision. On évite de prendre des décisions difficiles face au patient, parce que là, il y a une part émotionnelle qui rentre, alors que le patient quitte la porte, on reprend le dossier, on se dit « mais attends, mais jamais je pourrais faire ce genre de choses ». On utilise des checklists. On exécute sous contrôle. L'assistante n'est pas là pour faire la vaisselle, elle est là pour regarder ce qu'on fait. Et elle n'a pas le droit de vérifier, ça fait partie de son travail de vérifier. Et on a prévu un plan B si jamais ça ne marchait pas. Et puis on vérifie.
Nos études, notre expérience nous permettent d'acquérir un niveau de compétence. C'est la valeur absolue de ce qu'on sait faire. La performance, c'est ce qu'on va faire vraiment, tous les jours, même si on est fatigué, même si on a fait la fête la veille, même si le patient est extrêmement difficile, même si on s'est engueulé avec son associé le jour même quand on va rentrer dans la salle d'opération. Eh bien, les facteurs organisationnels et humains vont permettre de rapprocher notre niveau de performance le plus proche possible du niveau de compétence, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est difficile d'être toujours au top, sauf quand on est sur le podium et qu'on monte des cas. Si vous voulez en savoir plus, je viens de faire un long article qui est en libre accès sur le rôle des facteurs humains. Alors, l'introduction est implanto-orientée, toute la discussion, et il est assez long, je crois qu'il y a une dizaine de pages, toute la discussion est faite en reprenant tous ces points sur la déshydratation, le stress, la fatigue, la communication sécurisée, etc. Tout est donné. Et sur mon post LinkedIn, vous avez tous les articles que j'ai publiés avec l'accès. Voilà. Donc, sur la formation, moi je fais des formations au domaine viticole. Les formations facteurs humains ne sont pas difficiles. Tout ce qu'on apprend, c'est très simple. Parce que les outils facteurs humains sont très cons. Si c'était intelligent, ça ne marcherait pas. Ça marche pour tout le monde. La seule difficulté, c'est de sortir de sa zone d'inconfort. Parce qu'on dit tout le temps, il faut sortir de sa zone de confort. Mais pas du tout. On est dans une zone d'inconfort quand on travaille sous la pression, le stress, quand on a des managements d'équipe difficiles, pour accepter de changer. Si vous voulez changer, la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer. Mais vous ne pourrez pas appliquer ces concepts qui ont fait la preuve non discutable de leur efficacité, qui sont très simples à utiliser, mais vous ne pourrez pas l'utiliser dans vos journées non remaniées. Il faut repenser toute votre organisation. Alors à Nîmes, on organise un congrès, on a une association qui s'appelle Facteurs Humains en Santé, où il y a maintenant des orthodontistes présents, des dentistes. Il y a Florence qui est la trésorière de cette association, où ce sont des soignants, des pilotes, des contrôleurs aériens, des psychologues, des pilotes de chasse qui travaillent ensemble sur la sécurité médicale. Sur le site, vous trouverez plein de vidéos, plein de tutos, plein de podcasts gratuits que l'on fait pour la formation. Et moi, par exemple, j'ai écrit un texte où j'explique comment, un jour, j'ai extrait la mauvaise dent. Alors, je n'explique pas que j'ai pris un davier que j'ai tiré dessus. Je pars depuis le début de la consultation jusqu'au jour de la chirurgie et j'explique tous les facteurs humains qui ont fait que j'ai fait une mauvaise prise de décision. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de support, vous avez besoin de dia, vous avez besoin de n'importe quoi. C'est une croisade de parler des facteurs humains et je vous remercie 1000 fois pour votre attention. Merci Franck. Alors je propose de garder Franck 2 minutes pendant qu'on demande aux conférenciers de venir s'installer, aux conférenciers de ce matin de s'installer pour la mise en place de la table ronde. Donc venez, installez-vous, on va faire 2 rangs, un assis devant pour les petits et les grands derrière. Alors pendant ce temps-là, nous on va discuter. J'aimerais que Franck, mais quand on a ça, quand on entend ça pour la première fois, je pense que c'est assez vertigineux. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je peux faire demain quand je vais rentrer dans mon cabinet pour mettre en place les choses? Et j'aimerais que tu nous parles d'une pratique quand même qui tout de suite, à ce midi, là, vous allez pouvoir faire des facteurs humains et augmenter votre niveau de sécurité. C'est raconter vos erreurs à vos copains. Oui. Et tout de suite, là, vous allez voir que, Franck, j'aimerais que tu nous détailles un peu ce point-là, parce que tout de suite, à midi, si vous racontez vos problèmes, vos échecs, vous allez faire de la sécurité, vous allez améliorer la vôtre et celle de votre entourage. Ça s'appelle le bar de l'escadrille. À Reims, il y a une base aérienne militaire. Eh bien, il y avait les pilotes se retrouvaient à boire une bière régulièrement après les vols en fin de journée pour parler de leurs problèmes. Et puis, il y a eu un nouveau chef de la base qui a dit « pas d'alcool sur la base ». Les pilotes ont arrêté de venir au bar pour discuter. Le nombre d'incidents a augmenté. Ils ont rouvert le bar et le nombre d'incidents a diminué. Le fait que l'on partage entre nous, il y a une thèse dessus, très sérieuse, le fait qu'on partage de façon informelle nos problèmes améliore énormément nos sécurités personnelles. Mais pour ça, il ne faut pas avoir honte de l'erreur. L'erreur est normale. Ne pas parler de l'erreur, pour moi, c'est anormal aujourd'hui.